Dominique Rizet, consultant police-justice de BFM TV, est avec nous pour nous en dire plus. Les personnes en garde à vue ont quand même beaucoup parlé, mais pour dire quoi? Les personnes qui sont en garde à vue ont parlé pour dire qu'elles étaient des personnes anti-système, qu'elles n'étaient pas simplement, donc on parle de 4 hommes, dont un qui refuse de parler, mais que ce sont des personnes, des hommes anti-système, des personnes qu'on qualifie de complotistes et qui étaient suivis, donc ça vient d'être dit par Antoine Delcourt, par la DGSI. Et ce qui est intéressant, ce sont ces 2 enquêtes qui se télescopent et qui permettent d'ailleurs de revenir sur le profil de ces 4 hommes, puisque la Direction générale de la sécurité intérieure surveille un groupuscule de complotistes, d'antisystèmes, qui sont ces fameux hommes. Et au moment où l'alerte enlèvement est déclenchée dans la nuit de mardi, c'est la DGSI qui va contacter le procureur ou les enquêteurs, je ne sais pas, mais en tout cas les services qui travaillent sur la disparition de Mia, pour leur dire, nous avons dans nos écrans et en surveillance une équipe d'hommes qui roule justement avec une Citroën C1. Je vous rappelle très vite, la petite Mia est enlevée par des gens qui roulent dans un Volkswagen Transporteur. 25 minutes après, un témoin voit ce Volkswagen Transporteur arrêté au bord de la route avec des gens qui descendent. Il y a à côté une Citroën C1 et une Mercedes immatriculée en Belgique. Ce témoin va donner ces informations tombent et la DGSI dit la C1 c'est la nôtre, c'est l'un des types qu'on surveille et donc ça va permettre de remonter très vite à ce propriétaire de la C1 qui habite Paris, boulevard Jean Jaurès et qui a ce profil donc on va dire activistes, on va y mettre des guillemets, donc qui sont prêts à mener une action, c'est pour ça que la DGSI les surveille, contre un vaccinodrome, qui ont dit voilà on va attaquer un vaccinodrome, qui sont prêts à enlever une enfant, eux disent pour la bonne cause, c'est-à-dire pour la soustraire à les services sociaux dont ces complotistes considèrent qu'ils sont Satan et que seule la mère doit élever sa fille et que les services sociaux n'ont pas à se mêler de ce genre de choses. Et donc voilà pourquoi on va remonter très très vite jusqu'à eux. Bonjour Laurent Combalbert, merci d'être avec nous. Vous êtes négociateur professionnel, ancien négociateur du RAID. Vous avez entendu Dominique Rizet, il parle d'activistes, complotistes, survivalistes, anti-système. Y a-t-il une méthode particulière pour faire parler ce type d'individus? Alors c'est compliqué, c'est ce que j'appelle les effondristes. Ce sont des survivalistes qui ont pour vision l'effondrement du système, qui sont persuadés que notre système est à bout de souffle, qu'il soit politique, qu'il soit social, qu'il soit énergétique, et ils vont faire tout ce qu'il faut pour que le système s'arrête le plus vite possible. Donc face à quelqu'un qui est dogmatique et qui est persuadé que sa vision est la seule bonne, il ne va pas vouloir parler, il ne va pas vouloir s'allonger, comme on dit, parce qu'il n'a pas de raison pour ça. Et en plus d'ailleurs très souvent, et c'est ce que Dominique disait tout à l'heure, ils vont aussi mettre en avant leur volonté de faire de la prison. C'est pas grave de faire de la prison parce que je suis pour la défense de ma cause et ça me suffit. Comment retrouver cette petite fille et sa maman aujourd'hui? Quelle est la meilleure méthode? Alors c'est vrai que les services de renseignement ont très certainement des informations sur cette personne-là, sur les réseaux qu'elle a pu utiliser et qu'elle a peut-être transmis à la maman de la petite Mia pour l'aider à s'échapper. Je crois que c'est l'entraide internationale qui va faire la différence, la capacité que les services ont à se donner de l'information et à poursuivre l'enquête, même quand elle se déroule à l'étranger. Cette coopération possible entre services internationaux, elle se déroule comment? En fait, il y a des demandes d'entraide qui sont faites par les services et on va assurer une continuité de la recherche avec des échanges de renseignements. On va regarder dans les pays où elle a pu s'échapper, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, pour voir s'il n'y a pas des connexions avec les 3 organisateurs de l'enlèvement et voir s'il n'y a pas une complicité qui aurait pu être transmise de cette manière-là pour l'aider à s'échapper. Dominique Rizet a une question. Laurent, bonjour. Est-ce qu'il ne serait pas possible, qu'on ne peut pas imaginer que pendant la garde à vue de ces hommes, on fasse intervenir un négociateur, comme vous en étiez un négociateur dans des situations de crise, qui puisse, au lieu de leur poser des questions de garde à vue, leur dire voilà, vous avez tout intérêt pour telle raison. Un négociateur qui passerait 2 heures avec eux ou 1 heure et qui pourrait les convaincre de dire où est la petite. Ce serait pas une idée de faire ça? C'est vrai que les services de renseignement ont des enquêteurs qui sont capables de créer cette relation, mais c'est tout à fait juste. La première chose à faire dans ce type de situation, c'est de montrer aux personnes détenues ou aux personnes en garde à vue qu'il y a un objectif commun.
et que leur intérêt, c'est de donner de l'information. Même si leur idée, leur dogme les pousse à un petit peu bomber le torse et à dire non, je dirai rien et je ne donnerai aucune information, on peut aussi à certains moments leur montrer qu'il y a un intérêt, même pour la petite, de donner de l'information. Donc c'est tout à fait juste. Les techniques de négociation, qui sont aussi des techniques d'influence ou des techniques de questionnement, sont tout à fait utiles dans ce type de situation. Laurent Combalbert, une question toute simple. Ces hommes étaient surveillés, ils étaient connus des services, leurs projets aussi étaient connus. Pourquoi n'ont-ils pas été interpellés avant ? Quand il n'y a pas de passage à l'acte organisé, c'est difficile de faire une interpellation. Là, en l'occurrence, l'enlèvement en étant, la préparation d'un acte, comme on a pu l'évoquer, un attentat sur un vaccinodrome, il faut aussi à un certain moment que les services de renseignement attendent le bon moment parce que, certes, les interpeller, quand vous savez qu'ils peuvent le faire, dès lors qu'ils vont passer à l'acte, évidemment, il y a interpellation. Mais quand on sait que c'est en préparation, ce qui est intéressant, c'est de remonter leur réseau, de voir qui sont les complices. Parce que derrière ces 3 personnes, il y a très certainement des organisations ou d'autres personnes qui ont les mêmes idées, qui sont dangereuses également. Et les services de renseignement vont aller donner le bon timing. On appelle ça le kélos, les Grecs appelaient ça le moment juste. Et c'est ce qu'il faut trouver pour l'interpellation. Et si vous interpellez trop tôt, vous allez avoir les auteurs potentiels, mais vous n'avez pas le reste. Évidemment, si vous interpellez trop tard, vous avez des conséquences graves. Donc là, le bon moment, c'est toujours très difficile à choisir pour un enquêteur parce qu'il faut faire l'environnement le plus large possible pour récupérer le maximum de ces personnes dangereuses.